finalement sur, certes, les boutiques chinoises ou peut-être vous, étudiants en médiation culturelle, comment on peut effectivement avoir on va dire, peut-être un regard différent. Alors, souvent, vous savez, on pense que tout le monde connaît ce qui se passe dans les boutiques chinoises et que ça fonctionne comment, qu'est-ce que c'est une boutique chinoise. Et autour de nous aujourd'hui, je vois une très belle exposition que vous avez dû certainement déjà regarder. Néanmoins, comme vous êtes tous, je pense, très, très jeunes, c'est peut-être il y a des boutiques qui vous interpellent, des produits comme Pilchard peut-être qui vous interpellent, je ne sais pas, ou les Pompeia qui vous interpellent. Vous n'avez jamais vu ça dans votre vie. Et pourtant, si vous voulez, cette exposition nous rappelle ben, la mémoire collective que nous avons, nous, ici, à La Réunion, dans cette population qui est, comme on dit toujours ici, multiculturelle, venant de tous les horizons. Comme il y a à La Réunion 1000 climats, ben à La Réunion, il y a 1000 visages. Et tous ces visages, c'est nous, La Réunion, les Réunionnais. Et ce qui est important, je crois, ce qui est ici, on retrouve aussi certainement ailleurs. Moi, je l'ai vu, par exemple, à San Francisco, cette insertion justement de la diaspora chinoise qui est venue depuis... moi, j'ai la chance d'être la quatrième génération. Mes enfants, c'est la cinquième génération d'être ici, mais pourtant d'avoir, et grâce à mes parents, un lien avec la famille en Chine, de la province de Canton. Et ça, c'est très fort. Et je suis très, très fière d'avoir pu garder ce lien grâce à mes parents, parce que quand je compare le parcours qui a été finalement celui de nos ancêtres, parce qu'il fallait avoir beaucoup plus de courage que nous aujourd'hui pour aller dans un pays inconnu, ne parlant pas la langue, faire, je ne sais pas, 3 mois de bateau dans des conditions très difficiles et venir travailler à La Réunion. Et puis finalement, par certains, beaucoup sont repartis. Moi, mon arrière-grand-père, il est reparti et il a ramené mon arrière-grand-père est reparti, il a ramené mon grand-père. Je vais peut-être, je disais à Aline, j'ai puisé un peu dans mes archives familiales pour vous parler de mon parcours de fille de commerçant de boutique chinois. Et j'ai puisé dans mes photos de famille. Et donc, dans ces photos de famille, je d'abord voudrais peut-être vous présenter comment on est arrivé, nous, ici à La Réunion. C'est ça le premier. Non, c'est l'autre. Sur cette photo, vous allez voir que, voilà, ça, c'est la première photo que nous avons dans la famille. Il s'agit de mon arrière-grand-père avant qu'il vienne à La Réunion. C'est une photo prise en Chine, dans la province de Canton. Alors, mon arrière-grand-père, c'est celui évidemment qui est au milieu avec la barbe, la robe. Et à l'extrême droite de la photo, c'est donc mon arrière-grand-père qui était contremaître dans une usine de soie et qui est pourtant venu à signer un contrat pour travailler à La Réunion. Son épouse, mon arrière-grand-mère, et ma grand-mère, Bernadette, c'est celle qui est venue à La Réunion et donc qui a enfanté 9 enfants, dont ma mère, Émilie. Bernadette est ici. C'est elle qui, finalement, reste à La Réunion avec mon grand-père. Mon arrière-grand-père étant reparti. C'est la première photo que nous avons dans la famille. À cette époque-là, mon grand-père n'a pas vraiment de boutique. Je pense qu'il a essayé un peu plusieurs métiers. Souvent, il était colporteur. Ils ont essayé beaucoup de choses. Mais les boutiques arrivent, la boutique est arrivée plus tard. C'est la seconde photo. Alors là, mon grand-père, ma grand-mère et mes oncles et tantes. Je cherche ma mère sur la photo. Ma mère est ici, Émilie. Voilà. Et là, c'est toute la fratrie. La photo est prise devant la boutique familiale à Sainte-Suzanne-la-Marine. Pourquoi je précise Sainte-Suzanne-la-Marine? Parce que c'était au pied d'une gare. La gare, l'arrêt de gare de la Marine, qui était pas loin de Bois-Rouge.
Pour ceux qui ont peut-être suivi les autres conférences dans le cadre de ce joie de l'an chinois, vous avez certainement entendu dire que souvent, les boutiques chinoises installées à des endroits stratégiques, les endroits stratégiques, évidemment, quand on ne peut pas aller en ville parce que les boutiques étaient chères et aussi déjà prises, on allait plus loin, dans les campagnes, dans les hauts. Et nous, notre famille était donc à l'arrêt, du côté de ma mère en tout cas, à Sainte-Suzanne, à l'arrêt du bus de la Marine. Et à cet arrêt-là, donc il y a c'est derrière, on voit la boutique de mes grands-parents. Et les endroits stratégiques, si vous le savez, c'est souvent aux arrêts de train, c'est au pied des usines, c'est au bord du chemin, c'est-à-dire où il y a du passage, évidemment. Quelle photo de ma boutique? C'est pour ça que la photo que vous avez vue peut-être sur l'invitation d'aujourd'hui, voilà. Eh bien, moi, je suis née à Saint-Denis. Parce que mes parents, auparavant, au moment de leur mariage, mon père était de poids lourd et ma mère était caissière à Prise Unique. Prise Unique, vous savez, c'était le premier libre service supermarché de La Réunion, Prise Unique, qui est devenu aujourd'hui, bon, la rue Maréchal Leclerc sous une autre enseigne. Et ils ont commencé là. Moi, je suis née à Saint-Denis. Puis ensuite, ils ont eu l'opportunité de pouvoir louer une boutique. C'est celle de gauche. Cette boutique, elle est stratégiquement. Tu peux revenir en arrière? Voilà. Cette boutique, elle est très connue. Très, très connue parce qu'elle est située à un endroit très stratégique. Donc, mes parents ont l'opportunité de louer ce bâtiment et d'y ouvrir le commerce. Ça vous dit quelque chose, cet endroit? Hein? Ouais. Bon, eh bien, c'est là que j'ai grandi, ici, dans cette boutique. C'est où, mademoiselle? Oui, c'est ça. Cet endroit stratégique, c'était le pont de la rivière du Mât avec 4 boutiques. 2 du côté de Saint-André, et vous sautez le pont, c'est 2 du côté de Brapanon. Donc, les gens passent forcément par là pour aller à Salazie, descendre de Salazie, aller à Brapanon, dans l'Est, parce qu'auparavant, pour aller dans l'Est, on passait forcément par le pont de la rivière du Mât. Donc, si vous voulez, là, vous voyez très bien que le lieu est stratégique. J'ai grandi dans cette boutique en bois jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Et personnellement, moi, j'ai le souvenir que mes parents avaient toujours eu très, très peur des risques d'incendie. Parce que ces boutiques étaient entièrement en bois. Et à l'époque, les frigos, les congélateurs ne marchaient pas forcément à l'électricité, c'était marché au pétrole. Et chez nous, donc moi j'ai ces souvenirs-là, d'avoir toujours vécu avec cette peur effectivement qu'il y ait un incendie, parce que surtout, souvent, il y avait qu'un seul escalier pour sortir. Parce que nous, nos chambres étaient à l'étage et il fallait descendre par là. Et je me rappelle toujours que mon père disait, si un jour un incendie, il ouvre la fenêtre, il balance un matelas en bas et il nous jette, ma soeur et moi, en bas pour qu'on puisse se sauver, pour qu'il puisse nous sauver. À côté, il y avait la boutique de notre Chinois. Et il y a une autre photo, il y a une autre photo de boutique, je ne sais plus. Ah, bah c'est écrit là, Saint-André Rivière-du-Mât, effectivement. Mais elle est très connue, cette photo. Euh, à cette époque-là, si vous voulez, quand on vit dans une boutique, on a évidemment ce genre de souvenirs. Et puis, moi, j'ai évidemment mes premiers souvenirs de cette boutique. C'est mes petits déjeuners le matin. C'est les clients qui passent, les agriculteurs de Salazie qui s'arrêtaient pour faire leur commission. Et puis, à l'intérieur de cette boutique, j'ai une autre photo que vous connaissez très certainement parce qu'elle est également très connue. Elle a fait l'objet de cartes postales, un peu comme celle-là. Connaissez cette photo? Elle a pas mal circulé sur Rayonné du Monde. Quelqu'un m'a dit également il y a 10 ans que c'était en vente sur une plateforme d'enchères. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Cette photo, elle est très connue. C'est mon père, 1964. Ça, c'est l'intérieur d'une boutique chinoise traditionnelle. On voit qu'on vend de tout dans une surface très réduite. La boutique faisait même pas 80 mètres carrés, elle faisait 50 mètres carrés. C'est très petit, 50 mètres carrés. C'était plus petit que cette surface, en fait, si vous imaginez. Et pourtant, on avait du tout. Parce que c'était comme ça avant. Il n'y avait pas de supermarché,
Les clients, ils passaient là, s'ils avaient besoin d'une épingle, ils savaient qu'on pouvait vendre une épingle. S'ils avaient besoin du fil, on pouvait acheter du fil. Ils voulaient du pétrole, on vendait du pétrole. On vendait des chemises, comme vous voyez, le chocolat Révillon. Et cette photo, moi, je l'adore parce qu'à côté, là, il y a Payank, qui était le pâtissier qui habitait à Saint-André, qui nous livrait tous les matins des viennoiseries. À l'époque, enfin, c'est pas du pain au chocolat, hein. À l'époque, c'était feuilleté, pâté, chou et chemin de fer. Tous les matins, ils nous livraient, c'était chaud et j'adorais manger ça et les clients venaient aussi le matin en prendre. C'était chaud tous les matins. J'en mangeais au moins 4 tous les matins. Mon père, Alexandre Wutaouchi, Léla Maillot, qui est notre commis, qui habitait à Salazie. Et donc, dans une surface absolument très petite, 50 mètres carrés, vous pouvez tout avoir. Évidemment, là, on ne se sert pas, hein, ce n'est pas un libre service, hein. Au milieu, c'est la zone des clients et le comptoir fait tout le toit. Donc, un client a besoin d'une boîte de pilchard, eh bien, nous, on fait le tour et puis on va chercher la boîte de pilchard, on met sur le comptoir, là, et il nous dit ce qu'il veut et on va chercher tout le toit de la boutique et on met là et puis on compte. Évidemment, quand je vous dis ça, moi aussi j'ai servi dans la boutique parce que d'abord, c'était même une obligation. Si vous voulez, en tant qu'enfant de commerçant, on aide forcément nos parents. Et si on ne les aidait pas, je peux vous dire que c'était coup de fouette, comme ils disaient à l'époque, parce qu'il fallait, après l'école, après les devoirs, venir donner un coup de main, et surtout à certains joueurs très stratégiques. Les joueurs stratégiques, c'est le samedi à la sortie de la messe et le dimanche à la sortie de la messe. Parce que c'est là que les gens, quand ils sortent de la messe, finalement, ils viennent, ils affluent. Et puis samedi, c'est le jour des commissions. Je vais vous montrer un souvenir d'un livre de contes qu'on a retrouvé de mes parents. Alors, ce livre de contes, évidemment, c'était en francs CFA, hein, ce n'était pas encore en euros. En francs CFA, euh, ça, c'est l'écriture de ma mère, Émilie. Alors, nous, les enfants, d'abord, comme je vous ai dit, après l'école, après les devoirs, on donnait un coup de main. On donnait un coup de main et puis aussi, surtout le samedi. C'est très important. Le lien qu'on avait avec les clients était très important parce que déjà, dans cette boutique chinoise, vous savez, on travaillait 7 jours sur 7 à l'époque, du lundi au dimanche. Et quand on fermait, sauf le lundi matin, parce que mes parents descendaient avec leur camionnette acheter de la marchandise à Saint-Denis, chez les grossistes. Ensuite, euh, nous, le samedi, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de supermarché. Les clients venaient par secteur géographique. Par exemple, samedi matin, c'est les clients de Bellevue, Brapanon. Samedi, telle heure, c'est Vincent d'Eau, Brapanon, parce qu'on n'était pas loin, hein. Tel jour, c'est Rivière-du-Mât, les Bas, Saint-André. Tel autre jour, c'est Chemin Salazie. Pourquoi? Pourquoi il y avait, en fin de compte, les clients savaient, ils venaient ensemble, ils venaient par groupe comme ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en fait, outre le fait de servir les clients, mon père avait 2 camionnettes, 403. Et nous faisions des livraisons gratuites. C'est-à-dire que les gens venaient. Là, on avait vendredi, par exemple, les clients de tel endroit qui venaient. Et du coup, ils faisaient le bazar, ce qu'on appelle ça les bazars. Ils prenaient, euh, ils prenaient à l'époque, c'est des poissons capitaines congelés, poulets congelés. Et puis, évidemment, comme toute boutique, on a aussi un rayon charcuterie parce que mes parents allaient acheter chez un charcutier à Saint-André et on revendait, on débitait, on revendait le saucisse, le boucané, la viande, le fromage cochon et le boudin. Et ils venaient par vendredi, samedi, dimanche, c'est les jours de grosse affluence. Les gens venaient, on les servait avec leur tente. Une fois qu'ils avaient fini, ils montaient dans la camionnette avec leur tente. La camionnette était remplie avec les bazars des clients. Et ensuite, on allait les livrer. Une camionnette est pleine, donc on va livrer les clients de Vincent d'Eau. 3 heures plus tard, c'est les clients de Bellevue, qui est un peu plus haut, qui arrivaient et ils faisaient leur commission. Et ensuite, mon père, il faisait des rotations comme ça. En fait, les livraisons, on allait après les déposer un à un chaque client chez eux avec le bazar. Mais tous les semaines, ces clients venaient faire leur bazar.
Et nous, on servait. C'était des moments, des joies très, très forts où nous, les enfants, on devait venir donner un coup de main. Et puis surtout le dimanche, comme je disais, et le samedi après-midi, après la sortie de la messe, c'était, finissait, je crois, 4 heures ou 5 heures. Et le matin, dimanche matin, finissait vers 10 heures par là. C'est pour ça que tout à l'heure, dans les livres de comptes que je vous ai montrés, vous avez vu que les chiffres les plus importants, c'était samedi et c'était dimanche. C'était pas jeudi, hein, c'était pas en milieu de semaine, voilà. C'était samedi et dimanche. C'est là quand les clients viennent de partout faire le bazar et qu'on allait les livrer gratuitement, évidemment, hein. C'était livraison gratuite, hein. Donc, nous, on a participé à ça, ma sœur et moi. Et puis, on a participé aussi à beaucoup de choses parce qu'à l'époque, un commerce, c'était formidable. Donc, on avait des gens de tous les coins et puis surtout, on vendait tellement de choses. Et aussi, on faisait beaucoup de choses de nos propres mains. Et nous, on a participé à cela. Par exemple, mon père était très connu pour ses piments à la pâte. Tous les mois, il faisait avec son petit moulin robot, là, il mixait du piment à la pâte. Ce piment à la pâte était très couru. On faisait des grandes bassines comme ça parce qu'il y avait des couvercles de piment à la pâte. Et les gens venaient de partout de la Réunion acheter ces piments à la pâte, par exemple, ou pour leur consommation locale, ou pour ramener en métropole. Donc, on faisait ça. Et moi, j'ai grandi en ayant eu comme petit déjeuner le matin, ce que j'adorais, du pain chaud, du beurre Astra. Vous connaissez du beurre Astra? C'est comme Sobaco, hein? Voilà, c'est des beurres en boîte avant, évidemment, et pas des beurres plaquettes. Avant, c'est des beurres en boîte parce que pour la conservation. Et du piment à la pâte. Alors voilà mon petit déjeuner d'avant. Ou sinon, ben, c'était réchauffé, morue grillée, rougail tomate, hein. Ça, c'était, j'adorais. Et puis, à l'époque, ce qu'on faisait aussi, nous, on donnait un coup de main, nous, en tant qu'enfants. Évidemment, rien n'arrivait je sais pas si on a, rien n'arrivait en emballage individuel. Le riz, il arrivait par goni. Le goni, c'est le sac de jute, comme ça, de 40 kilos. Et il fallait, ou bien le client voulait 5 kilos de riz, donc on lui servait 5 kilos de riz, il voulait 1 kilo de riz, on lui servait 1 kilo de riz. Euh, les grains étaient pareils, ça n'arrivait pas par sachet comme vous connaissez maintenant, on ne trouvait pas les lentilles, les haricots, les pois par sachet d'1 kilo, ça arrivait toujours par goni, et donc il fallait servir. Le rhum, c'est pareil, c'est important le rhum, hein. Voilà. J'ai gardé, je regrette de ne pas avoir gardé à l'époque. À mon époque, on n'était pas assez, on pensait pas assez à tout ça. J'ai gardé des messieurs de Rome de la boutique. C'est ma soeur qui a plus gardé parce que c'est ma soeur qui a repris la boutique familiale. Ça, on savait. Les clients, évidemment, avant, il n'y avait pas de bouteille de rhum. Ils arrivaient avec la flasque ou la bouteille et nous, on débitait à partir des ramjanes. Les ramjanes, c'est des bonbonnes de 20 litres. Ils voulaient 2 000 litres de rhum, un 40 litres ou des choses comme ça. Donc, c'est en éteint. Et donc, c'est une autre vie, en fait. C'est que en tant qu'enfant, ça nous semblait naturel d'aider nos parents, mais c'est aussi, c'était très dur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez très peu d'enfants, finalement, de commerçants qui ont voulu continuer la profession de leurs parents de boutique chinoise, parce qu'on a souvenir tous beaucoup ont travaillé très dur. Et puis, ils rêvaient aussi pour leurs enfants de ne pas avoir à faire le même métier qu'eux, à travailler 7 jours sur 7. Moi, je suis devenue avocate, mais pas forcément avec l'assentiment de mes parents. Pourquoi? Ils auraient préféré que je sois professeur, je fasse l'école normale, parce que le rêve, c'était d'avoir un métier où on pouvait avoir la sécurité de l'emploi, ne pas être embêté, de pouvoir prendre des congés, ce qui n'était pas le cas. Et ils avaient peur aussi de la loi. C'est pas parce qu'ils sont nés à La Réunion, qu'ils ont la nationalité française, que, si vous voulez, les commerçants de l'époque n'étaient pas contrôlés. Là, j'ai une photo de licence 4. Ça, c'est très important parce que c'est cette licence 4 qui est c'est la licence de débit de boisson que tout commerçant devait avoir. C'est pour vendre de l'alcool. C'est pour ça que je vous montre ça, par exemple, euh, pour vous parler de deux aspects, en fait. C'est la peur de la loi. Tu retrouves, hein. D'abord, dans chaque boutique, nous, on avait un coin charcuterie, hein, qui était bien délimité, qui était comme ça, là. Je faisais 1 mètre carré, mais qui était délimité du reste parce que pour des questions d'hygiène.
Et puis, il y a aussi toute boutique chinoise, comme vous le savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu, toute boutique chinoise a une buvette, pareil, séparée du reste, parce que c'était obligatoire. On ne peut pas mélanger ceux qui boivent avec les clients qui viennent acheter du riz, par exemple. Donc, c'était obligatoire d'avoir une buvette bien séparée du reste. La licence 4, c'est important parce que, pour vous raconter une anecdote, moi, mes parents ouvrent leur boutique à 5 heures du matin. Donc, tous les jours, c'est à 5 heures du matin parce qu'avant que les clients partent travailler. Et à 5 heures du matin, ça reste toujours ancré en moi. On pouvait leur servir avant de partir un petit verre de rhum ou de gouyavelé. Et chez nous, à Papanon, à Saint-André, il y avait une spécificité. Les clients, on avait des clients qui aimaient bien mélanger euh, rhum Lovelock. Vous savez c'est quoi Lovelock? Ouais, c'est de lait chocolaté. Donc, rhum Lovelock, rhum Gouyavier. Ils avaient des sacrés mélanges. Et j'ai toujours souvenir de ça. Et puis, manger, il dit Alexandre, ben, serve-nous un peu des morceaux de fromage coco-le-mont. Donc, il prenait pour un franc de pain avec coco-le-mont. C'était le petit déjeuner avant de travailler. Donc, on préparait des sandwichs. Pain, fromage rouge, coco-le-mont, c'est le Edam avec la peau rouge, ou fromage cochon. Ou nous, on faisait des salades sardines et on faisait des sandwichs de salade sardine. Et puis, eh ben, moi, ça m'a toujours marqué, ces petits déjeuners comme ça. C'est pour ça que j'aime tout ça aussi. J'ai grandi là-dedans. Et ce rhum Lovelock, ça, j'ai jamais vu ailleurs, hein. Voilà. Alors, vous avez vu que sur une licence 4, c'est écrit la loi. Ça, c'est l'autorisation de pouvoir vendre des boissons de quatrième catégorie, c'est-à-dire fort, comme le rhum. C'est pas la troisième comme le restaurant, c'est la quatrième, donc à boire sur place et à emporter. Il ne faut pas croire que la vie des commerçants était facile. Déjà, je vous disais ils travaillaient 7 jours sur 7. Et même quand ils étaient fermés, toc, 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 Alexandre vient ouvrir parce que là, il y a un décès dans la famille. Ça peut être n'importe quelle heure, le dimanche après-midi ou le soir. On a besoin de la bougie, de rhum, du sucre, du café. Eh bien, on ouvrait parce que c'était comme ça. Et cette peur de la loi, d'ailleurs, ça fait peur quand on regarde ça. Mes parents ne m'ont jamais vraiment encouragé à devenir avocate parce que pour eux, avocat, ça signifie d'abord comme ils étaient souvent contrôlés par les gendarmes parce qu'on avait une buvette. Et c'est pas parce qu'ils avaient ces françaises qu'ils n'étaient pas contrôlés, ils étaient quand même contrôlés. Ils avaient cette peur, si vous voulez, avocat, c'est comme si on représente la loi. C'est pas un métier. Moi, on m'a dit, c'est pas un métier pour nous. C'est-à-dire que nous, les Asiatiques, les Chinois, on doit rester discrets. C'est pas des métiers visibles, avocat. C'est visible, ça prend la parole. Voilà, c'est trop visible. Et puis, il y a cette peur de la loi qui reste toujours. C'est encore dans le langage de mes parents aujourd'hui, c'est encore un peu ça, hein. Ils ont toujours encore un peu peur de la loi, hein. Ça, il faut le dire, hein. La loi reste la loi. Quand on dit la loi, c'est le gendarme, c'est les contrôles, c'est tout ça. Donc, moi, on ne m'a pas encouragé à faire ça parce qu'on m'a même dit, c'est pas un métier pour nous. Et pour parler de mes cousins, très peu ont repris la boutique, les commerces des parents et ceux qui ont encore des commerces, ça m'étonnerait que leurs enfants, mes cousins, reprennent leur boutique. La plupart sont devenus, ils font autre chose, ils sont dans le privé, sur de la fonction publique, enseignants. Très, très peu sont restés. Donc, voilà, il y aura bientôt plus de boutiques chinoises au sens traditionnel. Elle ferme au fur et à mesure. Et la boutique de mes grands-parents, de mes grands-parents, je pense qu'un jour, peut-être, ah, j'aurais pu mettre cette photo-là, je n'ai pas pensé. Elle va peut-être fermer aussi, comme mon oncle qui a repris la boutique s'en ira. Euh, dans les anecdotes que je peut-être vous raconter, j'en ai raconté une, je vais vous raconter une deuxième, parce que lié à la boutique chinoise, c'est quoi finalement? C'est un lieu et c'est aussi un lien. Et vous remarquerez que les deux mots s'écrivent presque pareil. Il y a juste une, euh, une lettre qui change. C'est un lien et c'est un lieu. Un lieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, géographique, social, sociétal, de développement économique, de lien avec la population, de maillage du territoire et aussi de lien social et de lieu sociétal. Lien social parce qu'on avait tous un lien très, très fort avec notre environnement et nos clients. Je vous donne une anecdote. Ma grand-mère, Bernadette, pourtant elle est née en Chine, mais elle était férue
de cinéma. Quand le cinéma de Saint-André s'est ouvert, ma mère était l'une des premières à avoir le permis. Elle voulait avoir le permis, le permis. Elle a convaincu pendant au moins un an mon grand-père à lui laisser passer le permis. Elle est arrivée, elle a passé le permis, elle conduisait la 403 et 2 fois par semaine, ma grand-mère voulait aller au cinéma à Saint-André. Donc, elle sortait à Saint-Suzanne, la Marine, la camionnette remplie de clients, parce qu'évidemment, à l'époque, les clients n'avaient pas de voiture. Et puis, il y a pas de taxi, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de train, enfin, de bus le soir. Elles amenaient ma grand-mère Bernadette et ma mère Émilie, emmenaient 2 fois par semaine les clients au cinéma à Saint-André, parce que ma grand-mère était férue de cinéma. Je suppose qu'elle ne comprenait pas tout ce qui se disait en français, mais c'est pas grave. Elle adorait le cinéma. Et donc, on emmenait aussi les clients avec. Et comme à la boutique à Saint-Suzanne, c'était aussi l'endroit où il y avait ben, l'électricité. À l'époque, il n'y avait pas forcément d'électricité, hein, dans les années 40-50. Et on avait aussi donc l'électricité et l'une des premières télés du coin. Et les clients venaient regarder la télé chez mes grands-parents. On mettait la télé dans la cuisine qui était collée avec finalement à la boutique et les clients pouvaient venir voir aussi. Donc, la boutique, chinoise, c'est un lien, je dis vraiment très fort, hein, de solidarité, de lien social. Et j'ai aussi dire maintenant de sociétal au sens où moi, ça m'a permis un épanouissement, savoir travailler, avoir le goût de l'effort, avoir le goût de la solidarité, faire, parce que par le fait que je rencontre toutes sortes de personnes dans la clientèle, et puis aussi ah ben, à compter très vite, parce qu'à l'époque, le calcul mental n'avait pas les caisses enregistreuses, hein, il fallait calculer très vite les marchandises des clients. Donc, j'étais très forte en calcul mental, bien que j'ai fait littéraire. Euh, très, très forte en calcul mental et un lien où on apprend à toutes ces valeurs-là, travail, effort, entraide, et puis aussi à développement personnel. Là, c'est une troisième anecdote que je vous raconte toujours personnelle. Je vous ai montré mes archives personnelles de familiales. Troisième anecdote que je souhaite vous raconter. Je me suis disputée avec mes parents pour l'argent de poche, l'argent de poche. Parce que moi, je servais dans la boutique jusqu'à l'âge de 18 ans avant de partir à faire mes études. Et l'argent de poche, je ne comprenais pas que mes camarades au collège, au lycée avaient un argent de poche et moi, je n'en avais pas. Mes parents me disent, mais tu n'en as pas besoin. L'argent de poche, tu n'as pas besoin. Tu sais, à la boutique, tu prends ce que tu veux. Je dis non, je ne veux pas. Je veux que vous me donnez tant par semaine ou par mois comme mes camarades. On m'a dit non, c'est ta main qui décide de ce que tu veux prendre. Tu te sers de ton argent de poche comme tu veux. Tu prends dans la caisse de la boutique, c'est toi qui décides et c'est toi qui diriges ta main. C'est-à-dire quelque part, ce qui veut dire ça, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai appris de façon, mais c'est après coup qu'on pense à tout ça. C'est-à-dire que on se dit, mais effectivement, nos parents nous ont appris à beaucoup travailler aussi à, à une forme d'autonomie, également d'indépendance, de savoir aussi apprendre à se maîtriser. Quoi faire, comment faire. C'est pas parce qu'on te dit c'est à toi dans la caisse que tu vas prendre toute la caisse. Voilà. Au contraire, par cela, tu apprends peut-être à devenir comptable de ce que tu fais, une forme de comptable de ton économie. Tu deviens pas économe, mais tu sais compter en tout cas. Tu fais attention à ce que voilà. Donc, par le biais de ce travail dans la boutique, moi, je dis c'est un développement personnel que j'ai eu et puis les rencontres que j'ai pu avoir avec les clients. Donc, ce lien social, sociétal, pour moi, est très important. Je ne sais pas si qu'est-ce que j'ai autre comme photo? Merci, bien entendu. Juste que je retrouve la souris. Alors, attendez, j'ai perdu la souris. Voilà, c'est bon. Euh, alors, il y a Camilla, ça qu'on a parlé. Tu parles, moi, si c'est pas mis dans le mention, c'est ça. Donc, on va mettre celle-là, alors, si tu Voilà, veux. d'accord. Donc, moi, j'ai grandi, comme je vous ai dit, dans un petit camp bois, avec la peur de l'incendie et aussi la peur de grand-mère Cal, parce que
Il y avait toujours une dame habillée en noir, tout le temps elle était habillée en noir avec sa capeline noire, qui était assise sur le parapet au bord de la rivière du Mât. Je ne sais pas pourquoi elle était là, et on m'a toujours dit attention, si tu es méchante, tu n'es pas gentille, tu fais des bêtises, c'est grand-mère Calvani Soukao. Et après, finalement, mes parents, ils ont travaillé, et au bout de 10 ans, ils ont pu acheter un terrain et construire cette boutique. C'est là que j'ai grandi ensuite, parce que de l'autre côté, on était locataire. Ici, on a, voilà, ça, c'est notre boutique, qui n'est pas une énorme boutique, qu'elle devait faire à peu près en superficie 100, 120 mètres carrés. Mais pourtant, quand vous regardez, il y a une recherche d'architecturale. C'est, je trouve, enfin, je trouve, hein, il y a quand même une recherche architecturale, ce qui fait que, voilà, là, il y avait un moellon. Là, c'était l'entrée de la buvette. Ici, c'était l'entrée principale. La buvette était ici. Voilà, nous, on vivait là-haut. Et puis, comme toute vitrine, hein, on montre ce qu'on vend. Tout ce que vous voyez là. Évidemment, là aussi, j'ai travaillé jusqu'à ce que je parte faire mes études. Alors, ah oui, parenthèse quand même, je suis un pur produit de l'Université de La Réunion, hein. J'ai fait mes études de droit ici. Donc, voilà, toutes mes études de droit. Et après, j'ai fait le CAPA à l'école d'avocats de Paris. Et là aussi, je suis très contente de l'avoir fait. Je vous souhaite à tous d'ailleurs hein, de pouvoir faire vos études ici, ailleurs. C'est très important aussi d'aller voir, soit la mer, comme on dit en créole, aller voir ailleurs. Très, très important. Donc, c'est pour vous dire quand même que dans un cursus, parfois, ça peut paraître très long. Quand on est dedans, ça paraît toujours très long. On ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, mais on avance au fur et à mesure. Moi-même, à un moment donné, je ne savais pas forcément que je voulais vraiment faire avocate, hein. Donc, c'est en avançant au fur et à mesure que je l'ai fait, mais parfois même, j'ai même failli à un moment donné en maîtrise, donc votre master aujourd'hui, arrêter pour faire restauratrice parce que la seule chose que je sache faire, euh, c'est cuisiner et pâtisser. Ah, sans formation, je dirais, c'est une de mes passions, je sais cuisiner et pâtisser parce que je l'ai toujours vu faire. Par exemple, là, à l'époque, il n'y avait pas les gâteaux, il n'y avait pas de supermarché. Euh, avec ma mère, qui sait, vous savez, nos grands-mères d'avant savent tout faire, hein. Elles savent coudre, tricoter, faire des gâteaux, tout, tout, tout. Euh, Comme il y avait des fêtes, fête des mères, je ne sais pas, hein, Noël, non, fête des mères surtout, je me rappelle, eh bien, on fabriquait les gâteaux pour vendre dans la boutique. Les gâteaux, les génoises, on faisait de la crème au beurre euh, et on les décorait avec les petites fleurs en hostie, en hostie. Donc, ça, j'ai appris. J'ai appris à faire ça parce qu'on vendait ça pour les occasions, les fêtes des mères, tout ça. On vendait parce qu'il n'y avait pas à l'époque. À l'époque. Donc, on fabriquait nous-mêmes en interne et on les vendait. Et moi, j'ai toujours le souvenir de voir ma mère le soir, en regardant la télé, ses mains ne restaient pas tranquilles. Elle tricotait. Elle savait super tricoter. Elle faisait des layettes pour les enfants, les bébés, et on vendait dans la boutique. Et des clients même passaient des commandes. Ils voulaient une layette de fille, telle couleur, enfin, je ne sais pas, la cape, les chaussons, les petites robes. Elle faisait. Et pendant même très longtemps, ça aussi, c'est une anecdote qu'il faut savoir. Moi, nous, on n'allait pas dans les boutiques à Saint-Denis pour acheter des vêtements. Pendant très longtemps, mes vêtements étaient cousus par ma mère. Parce que, bon, on a l'avantage d'être des filles, c'est plus facile. Coudre une robe, c'est facile. Pendant très longtemps, je n'ai pas acheté de robe. C'est ma mère qui cousait nos robes. Donc, ces femmes-là savaient tout faire. Nous, on a vu nos mères faire ça. Bon, on ne faisait pas tout faire. Moi, tricoter, j'ai pas son, j'ai pas son talent. Coudre, je sais faire de bricoles. Mais c'est ça qui est formidable, c'est que euh, comme dans la boutique avant, il fallait savoir tout faire. Donc, mon père, lui, il faisait aussi des soudures. Il était capable de soudre des choses pour les clients. Alors, je vais vous montrer une dernière évolution de la boutique. Je vous ai dit que c'est ma sœur qui a repris donc le commerce familial. Alors, ce commerce familial, si vous voulez, maintenant, ceux qui reprennent ne travaillent plus comme avant. Travailler 7 jours sur 7, c'est plus possible. Et puis, les commerces comme avant, ça ne marche plus. Il y a la concurrence des supermarchés. En même temps, il y a ce lien social qui va disparaître avec ça. Les carnets de crédit, vous avez entendu parler.
En fait, les clients avant, ils étaient payés en fin de mois et c'était le commerçant chinois qui servait de banque. Parce que le client, il venait toutes les semaines faire son bazar et c'est seulement à la fin du mois, quand il reçoit son salaire, qu'il vient payer. Donc, on faisait crédit gratuit. Et aujourd'hui, les gens, ils ont tous, vous avez tous des voitures, les gens vont ailleurs. Et c'est grâce au confinement qu'ils ont réappris qu'à côté, il y avait le commerce de la boutique chinoise. Comme ils ne pouvaient plus bouger, pendant le confinement, beaucoup de boutiques chinoises ont repris du poil de la bête parce que les clients sont revenus dans leur commerce de proximité, recommencer à faire le bazar. Ce commerce familial, il a un peu évolué. Maintenant, voilà mon père aujourd'hui. Il a 85 ans. Enfin, cette photo date quand même de 3 ans, hein. Euh, on a besoin, les commerçants d'aujourd'hui ont besoin de se renouveler parce que vous ne pouvez plus, comme mes parents, il y a 50 ans, travailler ou 40 ans, travailler. Donc aujourd'hui, ce commerce familial, repris par ma sœur et bientôt par ma nièce, ce qui fera troisième génération, a évolué parce que c'est devenu un bureau de loto, c'est devenu un snack aussi. Donc, et ma sœur ne travaille plus comme avant, comme les boutiques chinoises, on travaille 7 jours sur 7 sans jamais fermer. Elle sait prendre. Elle sait fermer la boutique une semaine ou 2 semaines par an pour aller en congé. Parce qu'avant, ça ne se faisait pas. Parce que quand on part en vacances, qui c'est qui va gérer derrière? Il n'y avait personne. Donc, on ne partait pas en vacances comme ça. Donc, aujourd'hui, les jeunes ils travaillent autrement. Mais pourtant, le lien social reste parce que les gens qui viennent sont toujours ceux. Moi, quand je vais là, je retrouve des gens que j'ai connus petits. Ils m'appellent, hein, machin. Même s'ils ne m'ont pas vu depuis très longtemps, ben, on est toujours très content de se voir et ce lien social reste. Et mon père, qui ne travaille évidemment plus dans la boutique, euh, les clients, les jeunes générations, ils aiment à chaque fois le voir quand il passe à la boutique parce que c'était un bricoleur émérite. Il réparait les vélos des jeunes marmailles parce qu'il savait les réparer. Donc aujourd'hui, cette évolution euh, fait qu'on ne travaille plus pareil, mais il y a quand même toujours un lien social très fort qui reste. Parce que aujourd'hui, je suis sûre que ma sœur, si on vient sonner à la boutique en disant, voilà, écoute, c'est dimanche après-midi ou le soir, j'ai un décès ce soir, j'ai besoin de rhum, bougies, sucre, café, elle ouvrira. Ça reste. Et c'est ça qui est très, très fort. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a le timing. Euh, oui, on peut passer. Voilà. Donc, un petit peu ce que je voulais vous dire sur mes souvenirs d'enfant, ayant travaillé dans la boutique chinoise, et les valeurs que moi je considère ça, comment ça m'a permis de me développer, ce que je pense être une force. Et puis, ma force aussi, c'est d'avoir des souvenirs très forts comme ça, et puis d'avoir aussi bah, ces photos que je vous montre, c'est très fier de parcours depuis mes grands-parents. Juste pour fermer un petit peu la boucle. Alors, mes enfants, évidemment, ils vont pas faire, pour l'instant, comme ils feront pas, à mon avis, commerçant en boutique chinois. J'ai un fils, mon premier fils est avocat, mais il n'a pas voulu faire avocat. Il a arrêté immédiatement, il a eu le diplôme et en fait, il s'est tourné, il est maintenant consultant en cigares. Alors, vous voyez l'évolution qui est en cette génération. Et mon deuxième fils, lui, évidemment, il ne le fera pas non plus. Peut-être qu'il viendra jouer dans le commerce. Pour l'instant, il est dans l'économie. Et il commence bientôt un contrat à la BCE. Vous savez, c'est quoi la BCE? Peut-être c'est la banque. Ah ben, je ne causais pas dans le micro alors. Ah bon. Ah oui, d'accord. C'est la banque européenne qui se trouve en Allemagne. Donc, à coup sûr, mais je pense, l'évolution de toute diaspora, hein. Les parents arrivent et puis ben, les enfants, ils évoluent, ils font d'autres métiers, tous, d'ailleurs vous-même. Il y a une évolution humaine normale, je dirais, avec des métiers, tous qu'on ne connaît pas. Mais moi, je dis que nos parents et nos grands-parents, ils ont été très forts, beaucoup plus aventuriers que nous finalement, beaucoup plus.
beaucoup plus de courage et beaucoup plus aventuriers que nous, réellement. Et une dernière chose quand même. Je vous ai parlé tout à l'heure de la diaspora à San Francisco. Ben, écoutez, le lien commun, moi, je ne parle pas chinois comme beaucoup de Chinois de ma génération, mais mes parents en parlent évidemment. Et puis, je peux vous dire que c'est la même diaspora, par exemple. On retrouve la même chose à San Francisco. Mes parents qui ont eu l'occasion d'y aller, euh, ils parlent chinois. Eh bien, c'est pareil. Les enfants ont eu la même progression que nous, comment on a vécu ici. Donc, voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça va la vie. En tous les cas, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas les boutiques chinoises. N'oubliez pas de manger pilchard et sardines Robert et beurre Sovaco. C'est vos parents et vos grands-parents, ben, c'est la vie de vos parents et vos grands-parents. C'est comme ça qu'on a vécu. Et c'est aussi notre socle commun de culture et notre socle commun euh, à tous ici, tous, de quelque endroit que l'on vienne, de cette diaspora venue de tout, comme on dit, de tous les continents, de tous les endroits. On mange tous pareil, chinois, sauté mine, massalé, tout ce que vous voulez. Toutes les familles mangent pareil. Et tout le monde mange pareil à l'époque dans les boutiques chinoises. C'est notre melting pot à nous, qui est très, très puissant. Notre culture réunionnaise, notre culture créole. Vraiment. Bon, voilà. Euh, J'en ai fini. Si vous avez des questions, merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions? J'espère que en ligne, il n'y a pas eu de main levée, donc je pense qu'ils entendaient. Sinon, allez-y. Donc pendant que Linda est toujours là et pendant que vous réfléchissez, peut-être moi je te dis, je suis trop contente de t'avoir invité parce que c'est tellement, voilà, vous voyez, c'est bien raconté, c'est vivant, et elle a son métier hein, toujours, donc elle a fait ça vraiment entre deux choses, mais bon, c'est l'éloquence de l'avocate hein, quand même. Ça. Donc, grand merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis sûre qu'il y en a une, là, elle est de ta région parce qu'elle connaît bien. Est-ce qu'on peut te donner le micro pour dire quelque chose sur la petite boutique que tu connais peut-être? À vrai dire, j'ai pas forcément de questions, mais j'ai des anecdotes parce que j'y allais tout le temps. Depuis mon père, de la génération de mon père et de mes grands-parents, ils ont connu vos deux boutiques, c'est-à-dire celle que sur le pont de la rivière du Mât et celle-là dans mon quartier. Toujours. Tu es du quartier alors? Oui, Ah, et je crois que votre papa un jour a réparé ma chaîne de vélo parce que je suis tombée. Si, j'étais venue acheter des pao et je suis tombée. Et du coup, bah, il a réparé la chaîne de mon vélo et je suis repartie avec mes pao. Voilà. mais c'est formidable. Tu es de quel quartier? Rivière du Maléo, Ben, Rivière du Maléo. Et je peux te demander comment tu t'appelles? Nirina, Didat. Bien sûr, c'est très connu. Grande famille de Vincent Do et de Rivière du Maléo. Très grande famille. Ben, tu connais ma famille, tu connais mon père. Oui. C'est incroyable, hein? Ça t'a parlé alors. Tout ce que j'ai raconté, ça t'a parlé. Sûrement des choses à rajouter. Tu veux continuer? Tu gardes le micro. Il faut garder le micro juste pour les gens qui sont en ligne. Allez, Bah, en soi, qu'est-ce que ça ferait aujourd'hui de voir si d'autres personnes que la diaspora chinoise aimeraient reprendre justement le commerce de ces boutiques-là, enfin pour les faire revivre justement? Mm. Est-ce que ce serait une bonne chose ou... Moi, je pense que d'abord, je suis partisan et militante même du commerce de proximité et du commerce de quartier. Je, ne- Personnellement, j'évite d'aller dans les centres commerciaux. Si je vais, comme tout le monde, mais très rarement. Si je peux faire mes courses ou faire vendre le légumier du coin, le charcutier du coin, le commerce du coin, je le fais. Je suis militante à ce niveau-là, au sens où j'essaye de le faire pour moi-même. Je ne crie pas sur tous les toits que je le fais, mais quand j'ai l'occasion de le dire devant vous, je le fais. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu le Covid que tout d'un coup, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait le commerce de quartier. Mais s'il n'y avait pas ces commerces de quartier, qu'est-ce que vous auriez fait pendant le confinement? Hmm. Parce que vous avez tous retrouvé le légumier, le charcutier, puis le petit commerce qui vous a dépanné. Eh bien,
Aujourd'hui, ce lien-là, il va disparaître. Non, mais moi, je dis qu'il faut garder. Aujourd'hui, c'est plus la même forme, en revanche, hein. Ça, c'est à coup sûr. Mais ça reste. J'ai répondu à ta question? Oui, oui. Il y a d'autres réactions, enfin, quelles qu'elles soient, à partir de n'hésitez pas. Comme je disais, Linda, elle va partir sur autre chose. Après, donc, n'hésitez pas, c'est un privilège qu'elle nous fait en venant à l'université. Donc, si en ligne, il y a des questions aussi, des partages. En tout cas, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, ni en ligne ni maintenant, bah moi, je te renouvelle vraiment nos remerciements parce que c'est un des plus beaux, une des plus belles causeries qu'on a eues, je pense, hein. Donc, c'est le début, mais là vraiment, elle a mis la barre assez haut, je trouve. Ça vient naturellement, c'est vivant, hein, on voit plein d'images. Puis là, bon, je voyais par rapport à ta réaction, Nirina, que ça évoquait beaucoup de choses. Merci. Ouais. Ah, Merci de ton invitation, en tout cas. Mais je vais vous montrer quelque chose quand même. Nous, on a essayé d'écrire l'histoire familiale. Tu reconnais mon papa, là, Alexandre? Peut-être ma mère aussi, tu l'as reconnu? Non, je n'ai pas montré la photo de ma mère. Ça, c'est ma nièce, celle qui va peut-être reprendre la boutique Tipao Tipao, qui a aussi, elle a beaucoup de talent. Euh, Elle a écouté mes parents et elle a écrit. Et en fait, elle a raconté par écrit un petit peu leur histoire. Mais en fait, cette histoire, ben, on l'a éditée. Mais pour l'instant, mon père ne veut pas qu'on distribue. Parce qu'il y a des choses, finalement, quand il a raconté à ma nièce, c'est parce qu'il a raconté à ma nièce. Parfois des choses très intimes qu'il n'avait jamais racontées à personne. Très intimes. Donc, ce livret, pour l'instant, il est confidentiel. Il reste entre donc la famille de ma soeur et ma famille à moi, mes enfants. On l'a pas, on l'a pas distribué. On l'a pas distribué parce que quand il s'est rendu compte réellement que c'était écrit, ce qu'il nous avait dit, et que d'autres personnes pouvaient le lire, il a préféré ne pas le faire. Il a préféré ne pas le faire parce que souvent, si vous voulez, c'est une question de beaucoup de pudeur. Beaucoup de pudeur parce que la vie a été très, très dure. Très, très dure. Ouais, c'est souvent comme ça. Leur enfance a été très dure. La vie a été très dure. Moi, mon père, juste pour dire, il dormait dans l'entrepôt sur les gonis de riz parce que parfois, il n'y avait pas de place pour lui dans la chambre parce qu'il y avait trop d'enfants. Et ben, il dormait sur les gonis de riz. Voilà un petit peu mon histoire que je partage avec vous, mes photos personnelles, mes anecdotes personnelles. Donc, un grand Merci. merci. Un grand merci à Linda. Bah voilà, on va libérer Linda. Du coup, Aline, on va couper en ligne. Oui, 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 nous avons Marina. une question en ligne. Ah oui, Alors, pardon. Stella qui demande, avez-vous des témoignages de personnes revenant vers vous ou votre père, indiquant qu'une partie de leur vie se rattache à des objets de la boutique? Alors, il faudrait reprendre Oui, peut-être. J'ai pas vu la hop. question. On la voit écrite, peut-être la Oui, question. elle est. Attendez, je vous la Bah, je retransmets. ne l'ai pas vue en fait. Alors, attendez, Stella. Non, mais vous en faites pas. Reformuler parce qu'on n'a pas tous Avez-vous les des écrits. témoignages de personnes revenant vers vous ou votre père, indiquant qu'une partie de leur vie se rattache à des objets de la boutique? D'accord. Bah là, Nirina, typiquement, oui, on a vu le vélo qui a été réparé par le papa de Linda. Enfin, voilà. Ah, le vélo est toujours là. Ton vélo est toujours là. Tu vas nous le ramener la prochaine fois, hein. Donc, Non, en fait, si vous voulez, mon père, ça fait longtemps qu'il est à la retraite quand même, puisqu'il a 85 ans. Mais quand il passe à la boutique de ma sœur, c'est sûr que les jeunes comme toi, ils sont toujours contents. Monsieur Alexandre, on l'appelle comme ça. Ils sont tous contents de le voir. Ils ont toujours une anecdote. Où qu'il passe, vraiment, on l'appelle parce qu'en fin de compte, on le reconnaît parce que physiquement, il n'a pas trop changé. Vous l'avez vu, hein, jeune et plus âgé, là, il n'a pas trop changé. Il a toujours ses cheveux noirs, sans colorer, hein. C'est vraiment ses cheveux, il n'y a pas de coloration. Ils sont vraiment, vraiment noirs. Euh, donc, les clients le reconnaissent toujours.
Euh, et du coup, effectivement, on lui rapporte les anecdotes comme ça, que M. Alexandre a aidé à faire ça. M. Alexandre a donné à l'équipe de football du coin, je ne sais pas moi, des boissons ou des ballons. Euh, c'est ce qu'on faisait à l'époque. C'est-à-dire, mes parents aidaient l'équipe de football de Rivière-du-Mât, ils aidaient l'église de Rivière-du-Mât en donnant pour chaque communion, par exemple, des brioches. Tu as mangé. Voilà, voilà. Donc, ben, tout ça, je veux dire, c'est pour ça que je parlais de lien de social, de vie, c'est que nous, on est insérés vraiment dans notre milieu, vraiment insérés. Et donc, tu as mangé ces brioches et à chaque fois qu'il y avait une communion, première communion, communion solennelle, confirmation, mes parents donnaient des brioches. Hein? Tu venais pour ça? Donc, Mélina venait Tu venais à juste la pour messe les pour manger des brioches. brioches. D'accord, c'est bien. Donc voilà, si voilà, j'avais pas de souvenir en tête, j'avais le souvenir du vélo, des brioches, des ballons, voilà. Ben voilà, on voit que c'est toujours vivace J'ai et ça allait. un témoin direct de ce que je raconte, pas trop n'importe quoi alors, hein? Bon, ben voilà, ben écoutez, merci à tous, hein, et grand merci à Linda parce que c'est là vraiment, on nous fait revivre ben, ce que plein de Réunionnais ont vécu dans le passé ou même récemment, hein, puisque pour Nirina, c'est son enfance. Donc, bah voilà, il faut continuer à vous enrichir de ces histoires hein, pour bien parler de la Réunion. Hein, parce que la langue, comme je vous disais, c'est un outil. Hein, et donc, l'idée, c'est de bien pouvoir parler de la Réunion. Et voilà, pour faire des ponts. Oui, et vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais je me répète. Tout à l'heure, Aline a dit que j'avais oublié, tu sais, j'avais oublié cette anecdote-là. C'est toi qui m'avais interrogé? D'accord. Oui, t'as 15 ans à peu près, hein? Ah ouais, 10 ans alors. Oui, j'avais oublié, effectivement, j'avais parlé de mon identité créole. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui intéresse un journaliste chinois? C'est de te demander, alors tu te sens française, chinoise ou réunionnaise? Et moi, je sais que j'avais répondu effectivement à cette interview, les questions qu'elle t'avait envoyées pour me poser. Mais pour moi, d'abord, je suis créole. Je suis créole réunionnaise. Je ne suis pas française, je ne suis pas chinoise, je suis créole réunionnaise d'abord. Et c'est ça que je veux vous dire parce que quand je vois chacun vos visages ici, d'abord, on est des créoles réunionnais. On est créole réunionnais d'origine chinoise peut-être, d'origine indienne peut-être, d'origine ailleurs, ailleurs. Mais on est tous d'abord des créoles réunionnais. C'est ça qui fait notre socle, c'est ça qui fait notre force, c'est ça qui fait, parce qu'on a tous les mêmes souvenirs parfois de notre enfance et de nos vécus peut-être pas vous parce que vous êtes en lien direct, pas forcément en lien direct, mais par vos parents, par vos voisins, par votre famille. Parce que qui n'a pas dans sa famille un cousin chinois, malbas, oreilles, arabes? Tous, tous. Moi, dans ma famille, il y a de tout. Voilà. Ouais. Qui n'a pas cette difficulté de faire un repas qui convient à tous, Ah, prenant les aujourd'hui, c'est régimes le cas, alimentaires hein. de tout le Ça, monde, c'est la vrai. religion de tout le monde. Je vous souhaite bonne continuation. Merci à tous.